Excellences, Monsieur le député, cher Olivier Dassault, cher Georges Fenech, Mesdames et Messieurs, chers amis, cher Pascal Renoir de Vallière. Tous les hommes rêvent, mais pas de la même façon. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et découvrent que leur rêve n'était que vanité. Mais ceux qui rêvent de jour sont susceptibles, les yeux ouverts, de mettre en œuvre leur rêve afin de pouvoir le réaliser. C'est ce que je fis. Ces mots, nous les devons à Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Et en vérité, cher Pascal Renoir de Vallière, ils auraient pu être écrits pour vous. En effet, vous êtes de ceux qui vivent leurs rêves les yeux grands ouverts et qui ont le don de leur faire prendre forme. Sachant saisir les opportunités que la vie vous offrait au gré des rencontres, vous vous êtes embarqués pour des aventures que beaucoup auraient jugées beaucoup trop ambitieuses pour être entreprises. Pas vous. Car votre nature, c'est de voir les choses en grand. Et votre maître 98 n'y est peut-être pour quelque chose. Mais c'est ainsi, ce qui vous porte, ce qui vous attire, ce sont les grands projets, les idées d'exception, celles qui deviennent lumineuses parce qu'elles ont la force et la puissance des rêves. Mais pour la réaliser, il faut avoir une qualité bien particulière. Il faut avoir la force d'y croire. Il faut aimer assez ses rêves pour avoir le courage, l'énergie, l'ambition de les réaliser. Et puis, il faut peut-être aussi ce grain de folie, ce grain de génie qui change tout, celui qui fait que pour vous, tout devient possible, celui qui fait que pour vous, rien n'est trop grand lorsqu'il s'agit du rayonnement de la France et de son université à l'étranger. Vous avez un don, celui d'émerveiller les autres parce que vous faites, bien sûr, mais également parce que vous êtes. Aussi, à parcours un peu hors du commun, hommage un peu hors du commun. Laissez-moi vous conter les 1001 vies de Pascal Renoir de Vallière. Mais je suis sûre que j'en oublie. Alors, il était une fois un jeune homme qui rêvait d'aventure. Bercé dès votre enfance par les voix d'Oum Kalsoum et d'Abdel Halim Hafez, l'Orient vous fascinait. Et pourtant, vous étiez loin de vous douter que vous alliez vous faire votre place sous le soleil du désert d'Arabie. Comme toutes les histoires dignes d'être contées, la vôtre commence par une rencontre, placée sous le signe du hasard. Une rencontre qui va tout changer. Vous avez alors 15 ans. Et comme tout adolescent qui se respecte, en ces années où triomphent les radios pirates, vous rêvez de devenir disque jockey. Mais vous n'êtes pas tout à fait comme les autres jeunes de votre génération. Votre naturel vous pousse déjà à être entreprenant. Vous ne vous contentez donc pas de rêver d'être disque jockey. Pour vous faire connaître, vous vendez des compiles de votre cru à vos amis. Et vous essayez même de monter, à la force du poignet, un circuit de distribution improvisé. Les années passent, et un jour, donc, vous vendez une de vos productions maison au prince sultan, le neveu du roi Fahd. Voilà donc la rencontre qui devait sceller votre destinée. Parti de Belleville pour conquérir les ondes FM, vous êtes remarqué par la famille royale saoudienne. Et en effet, comment ne pas remarquer un jeune homme de 18 ans, que rien ou presque ne semble pouvoir arrêter, parce qu'il a un don, celui de trouver une solution à tous les problèmes, petits ou grands. Séduite par votre personnalité, par votre énergie, la famille ne tarde pas à vous confier ses affaires. Ils ont trouvé l'âme d'un bon génie, vous déployez tout votre savoir-faire pour exaucer leurs souhaits. À 19 ans à peine, ils vous proposent de partir avec eux. Vos proches vous conseillent de ne pas y aller. Mais l'aventure vous appelle et vous embarquez pour l'Arabie Saoudite. Ce faisant, vous réalisez un de vos rêves d'enfant. Vous tombez amoureux du pays, de ses dunes mystérieuses, de sa culture, de sa langue, de la générosité et du sens de l'hospitalité de ses habitants. Vous décidez alors d'apprendre l'arabe. Le prince vous fait donc prendre des cours intensifs en plein désert. Pendant 3 mois, vous vivez dans une une ferme donc, au milieu de familles de bédouins qui ne parlent ni le français ni l'anglais. Méthode radicale d'immersion, certes, mais qui produit son effet.
Voilà prêt à chausser vos bottes de 7 lieues pour partir à la conquête de la péninsule arabe. À 22 ans en 1983, vous ouvrez votre bureau à Riyad. Les princes saoudiens vous ont formé, vous avez tout appris d'eux. Vous vous plaisez à dire que c'était une école dure, mais une école vraie. D'autres personnes vous ont guidé, comme le regretté diplomate Paul Guide, le docteur Al-Kouli, dont les conseils précieux vous ont permis de tenir le cap à vos débuts et qui sont restés à vos côtés pour vous épauler tout au long de votre parcours. Dès l'ouverture de votre bureau à Riyad, vous mettez tout en œuvre pour faire fructifier les relations entre l'Arabie saoudite et la France. En 1990, vous fondez l'Association des relations franco-saoudiennes et ouvrez une antenne de votre cabinet dans la capitale française. En 10 années à peine, vous avez parcouru le monde, admiré ses richesses. Vos pérégrinations vous ont emmené aux États-Unis, au Japon, en Suisse, dans toute l'Arabie et en Égypte. Vous ouvrez alors un bureau de consultant en 1996 au Caire, où vous résidez encore aujourd'hui. Mais que vaudraient vos efforts sans un idéal pour les guider? Pour vous, l'important est de rapprocher les États, de construire des ponts entre les cultures, et vous ne pouvez pas vous résoudre à voir les pays de la péninsule arabique faire parfois l'impasse sur le potentiel français, alors même que tout destine la France à jouer les premiers rôles dans les relations amicales qui unissent les pays occidentaux aux pays d'Arabie. Oui, mais voilà, à l'époque, il se tourne encore spontanément vers quelques partenaires privilégiés, la Suisse, les États-Unis. C'était compté sans votre détermination. Vous multipliez les projets d'envergure internationale pour changer la donne, multipliez les partenariats entre la France et l'Arabie saoudite, mais aussi entre la France et les Émirats arabes unis. En 2004, un vent de changement s'annonce au sein de la Fédération des Émirats, que vous connaissez bien. Aussi, quand vous rencontrez Jean-Robert Pitt, alors président de Paris-Sorbonne, vous voyez naître une opportunité sans précédent. Vous lui suggérez une idée à votre image, ambitieuse, audacieuse, et de prime abord un peu chimérique. Les hasards de la vie ont fait que vous n'avez pas pu poursuivre vos études. Vous le regrettez, et si vous vous êtes éduqué à l'école de la vie, vous savez toute l'importance d'une formation académique. Vous êtes conscient de l'enjeu. La Sorbonne, c'est comme un sésame qui ouvre des passages secrets entre les pays et les cultures du monde. Hic et ubique terrarum, c'est la devise de la Sorbonne, ici et partout sur la terre. Et pourquoi pas à Abu Dhabi? Une Sorbonne à Abu Dhabi, c'est donc l'idée que vous proposez à Jean-Robert Pitt. Ce dernier est intrigué, mais pas tout à fait convaincu. Qu'à cela ne tienne, vous lui proposez de l'accompagner à Abu Dhabi pour lui donner une vision plus concrète du projet. Il en ressort séduit. Vous multipliez les échanges avec les hauts responsables des Émirats, dont le prince héritier, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Et finalement, le 19 février 2006, la magie opère. Gilles de Robien, alors ministre de l'Éducation nationale, et Jean-Robert Pitt signent l'accord d'implantation de l'université Paris-Sorbonne Abu Dhabi. Dès son ouverture le 8 octobre 2006, l'université accueille 150 étudiants. Pour l'année 2009-2010, ces chiffres ont triplé avec un contingent de 485 étudiants inscrits. Et cette réussite, elle vous doit beaucoup. J'ai eu le plaisir d'aller vérifier moi-même sur place, ça marche avec le Premier ministre. Après ce coup d'éclat, d'autres que vous auraient considéré que le moment était venu de prendre un peu de repos. Mais ce n'est pas votre cas. En effet, vous voyez toujours plus loin et vous n'êtes pas homme à vous arrêter. Comme Simbad le marin aux 7 voyages, vous reprenez toujours la mer. Infatigable, vous avez soutenu d'autres partenariats avec des établissements français d'excellence comme l'INSEAD, HEC ou le lycée Louis-le-Grand. Et surtout, vous avez favorisé le processus du Louvre à Abu Dhabi, un autre emblème du rayonnement de la culture française. Alors, c'est vrai que le travail est pour vous une valeur indétrônable. Et pourtant, on me dit qu'il en est une qui la supplante tout de même à vos yeux. C'est l'amitié. Vous savez, selon la formule consacrée, qu'il n'y a point de désert si affreux que de vivre sans amis. Vous avez la capacité d'accomplir des miracles pour ceux qui vous entourent. Alors qu'un de vos proches était à l'hôpital et gravement malade, vous avez remué ciel et terre pour lui en venir en aide. Vous êtes allé jusqu'à faire venir dans la chambre du malade un médecin de l'hôpital américain dont vous jugiez qu'il était le seul à pouvoir intervenir.
Vous êtes attiré les foudres de tout le personnel, je comprends, mais qu'importe quand il s'agit de soutenir un ami. Car vous n'avez jamais perdu de vue l'essentiel, vos amis, je l'ai dit. Et quel plus beau témoignage d'amitié que celui d'Olivier Dassault, qui vous a remis les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite en novembre 2007. Vos amis donc, mais aussi votre famille, votre mère, Marie, vos sœurs, Monique, Christiane, Chantal et Michaela. Vous êtes entouré de femmes. Ainsi que votre femme, Kyo, et vos filles adorées, Ayumi, Noura, Louloua et Sarah. Et à voir tous ceux qui vous entourent aujourd'hui, on se dit que vous êtes de ces personnalités qui fédèrent et qui unissent. Vous savez à merveille créer les opportunités, parfois les plus incroyables, pour faire se rencontrer des personnes qui sans vous ne se seraient sans doute jamais croisées. Quelle ne fut pas la surprise de Renaud Dutreil, alors ministre des PME, du commerce et de l'artisanat, quand il vit apparaître comme par enchantement votre ami, l'artiste américain Lionel Richie, aux portes de son ministère. Vous l'aviez convaincu de vous accompagner, lui permettant de se lancer ainsi dans une séance de dédicace improvisée à tout le personnel. C'est une extraordinaire capacité à enchanter le réel, à apporter une touche de merveilleux dans nos vies et à le faire d'une manière toujours inattendue. C'est Lionel Richie à Bercy et c'est la Sorbonne à Abu Dhabi. On cite souvent cette phrase de Mark Twain, « Ils ne savaient pas que c'était impossible et donc ils l'ont fait ». Mais pour vous, cher Pascal Renoir de Vallière, il faudrait inventer une variante un peu différente. Il savait que c'était impossible, alors il l'a fait. Avec vous, tout devient possible et pour cela, recevez aujourd'hui le témoignage non seulement de notre admiration, mais aussi et surtout de notre reconnaissance pour avoir fait ainsi rayonner la France. Pascal Renoir de Vallière, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Je salue le député maire du 5e qui nous rejoint, Jean Tibéry. Merci. Très attaché à la Sorbonne. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers amis. Que dire de tant d'honneurs et de tant de compliments? Madame la ministre, vos éloges me vont droit au cœur. Vous, Madame, une femme engagée au service de la France et des valeurs de notre République, celle qui nous a réunis au-delà des clivages politiques. Vous, Madame, qui avez su allier les valeurs de l'enseignement supérieur à celles de l'entreprise, de l'initiative et de l'ensemble des citoyens. Vous, Madame la ministre, qui avez porté l'une des plus importantes réformes, à mes yeux, du quinquennat du président de la République, M. Nicolas Sarkozy, celle de l'autonomie des universités. Madame la ministre, merci de l'honneur que vous me faites en me remettant cette haute distinction. Je tiens à associer à ma reconnaissance M. Bernard Kouchner, le ministre Bernard Kouchner, et ses collaborateurs, tout particulièrement Philippe Franck, qui a voulu récompenser ma contribution au rayonnement de la France dans cette région du Golfe arabique. Je tiens enfin à partager cette légion d'honneur avec tous ceux et toutes celles qui m'ont encouragé et m'ont soutenu dans mon parcours afin d'œuvrer pour la rencontre des cultures et des civilisations. En particulier la famille Dassault. Le député Olivier Dassault, qui était aussi le président à l'Assemblée nationale du groupe d'amitié France-Émirats Arabes Unis. Ainsi que tous les fonctionnaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur, du Budget, de l'Économie et des Finances. Je n'oublie pas, bien sûr, mes amis du Moyen-Orient, en particulier le docteur Al-Kouli. Madame la ministre, l'idée de l'installation de la Sorbonne à Abu Dhabi et du musée du Louvre semblait une gageure. Et c'est vrai que pour la voir se réaliser, il a fallu 20 ans. Alors pourquoi 20 ans? Il a fallu 20 ans parce que pendant 20 ans, j'ai entretenu des relations d'amitié et de courtoisie avec les ambassadeurs successifs des Émirats Arabes Unis.
Et pendant 20 ans, cette relation a créé un climat de confiance, et ce qui a permis après de développer ce beau projet. 20 années de construction d'un courant d'amitié au niveau international, 20 années de loyauté, de fidélité pour tisser une vraie relation de confiance, et mon rêve s'est réalisé. Car ces deux projets pouvant sembler irréalisables pour certains et pour d'autres une vraie réalité, celle d'un pont entre deux civilisations. L'important fut d'établir une passerelle pour le savoir et la culture entre deux nations. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ceux et celles qui sont présents dans cette salle m'ont soutenu dans les moments les plus difficiles et je les en remercie. Cela n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, les faits sont là. Dernière page. La Savane et le Louvre, deux beaux fleurons français, existent bel et bien sur le sol émirien. Moi, l'enfant de Belleville, je n'aurais jamais imaginé que mon pays, que j'aime tant, m'honorerait de cette haute distinction. Je pense aujourd'hui à la fierté de mon père, Maurice, qui nous a quittés il y a plusieurs années, lui qui a reçu la médaille du travail. Je pense à ma mère ici présente, qui s'est dévouée pour nous et que j'aime tant. À ma femme et mes filles que j'aime tant aussi, et à tous mes amis ici présents, vous êtes à jamais dans mon cœur. Merci d'être là.